Bon, d'abord, je voulais féliciter Victoire parce que je pense qu'on peut lui donner son diplôme d'animatrice journaliste à l'oral. Voilà, je vais la laisser présenter la dernière table ronde, mais avant, Monsieur Monnier nous a concocté aussi une petite surprise que je vais laisser le présenter. Merci Anne-Marie. De dernière pastille sonore aussi. J'ai oublié de dire tout à l'heure qu'il y a quelque chose que j'ai repéré en discutant d'ailleurs avec Laura à l'instant, c'est que pendant des années, me croyant du mauvais côté de l'histoire, par erreur bien sûr, mais je me croyais comme ça, je n'osais jamais dire que j'étais pied noir ou fils de pied noir. Et il se trouve que depuis que je viens au CDHA, que je suis au GDT avec mes amis et qu'on travaille sur tous ces travaux et qu'on fait ces pastilles sonores, j'ose le dire, j'en parle, et je me rends compte qu'on est beaucoup plus nombreux que je ne le croyais. Et ça, c'est assez rassurant. Je crois que Laura, peut-être tu parleras de chiffres, mais c'est assez incroyable. Dernière pastille. Alors, ah oui, et ça me rappelle un doudou sonore. À mes étudiants, j'adore leur demander s'ils ont un doudou sonore, un son qui leur rappelle quelque chose, ou c'est parfois un parfum. On a entendu le travail d'Anne-Claude Iger là-dessus. Moi, j'ai un doudou sonore, en fait, je m'en étais pas rendu compte, mais c'est une phrase que j'entendais. Pourtant, on n'avait pas l'accent dans ma famille, ils n'avaient pas trop l'accent. Mais il y a une phrase qui me revient systématiquement, c'était « Tu es de là-bas, dis !» Et je sais pas pourquoi, mais elle a toujours sonné à mes oreilles d'une manière assez affectueuse. Et donc la dernière pastille sonore sera sur la mémoire. J'aimerais juste dire poétiquement, puisque vous avez compris que j'aimais bien travailler la phonétique, dans mémoire, il y a mais, moi. On est plusieurs et il faut l'accepter. أشعر بالفرح أحس بالوحدة والحزن يملأني يا وطني. Avez-vous en mémoire une punchline ou un sujet de fond abordé lors des rencontres précédentes du CDHA qui vous a particulièrement marqué et peut-être incité à rejoindre le G2T, le groupe de travail sur la transmission? Ma première participation aux rencontres du CDHA s'est faite en 2022. La thématique était celle de l'esprit pionnier, notamment. J'ai beaucoup apprécié les témoignages de ces Français d'Algérie qui ont su se reconstruire dans une sorte d'élan porté par cet exil. Conférence Aquilina. Le meilleur couscous, c'est celui de ma mère. Ce qui m'a attiré dans les rencontres, les premières rencontres 2021, c'est le programme. Les traces de la mémoire. Je me suis sentie appelée et j'ai su qu'il fallait que j'y aille et j'y suis allée, je ne l'ai pas regretté. Marie-Jeanne, 2017. À la maison, mes parents parlaient toujours avec leurs amis de là-bas, du paradis perdu. À croire que ici, avec nous, leurs enfants, c'était pas si bien que ça. C'est une sociologue ou ethnologue, je ne sais plus, qui parlait du terme impensé. Et je me suis rendu compte, ça m'a permis d'ailleurs de traverser une écriture sur laquelle je butais, et de tout ce qui est impensable et qui était devenu impensé et qui se transformait pour moi en quelque chose qui existait sans exister, une sorte de conscience de quelque chose que je n'avais pas connu en réalité, comme une sorte de rêve. Lorsque j'ai été invitée à m'exprimer sur les réalisations des générations nées après l'exil, je suis venue volontiers. Je trouvais la démarche à la fois originale et inédite. Elle ouvrait un horizon quand même très sombre. Elle dégageait l'avenir. Et j'éprouvais une grande curiosité envers les réalisations de mes pères. Je sentais qu'on pouvait construire un nouvel édifice. Et je voulais apporter ma petite pierre. En 2015, je suis allée à une rencontre du CDHA. Le G2T n'existait pas. Mais Anne-Marie Pérez a parlé dans cette rencontre du CDHA et les trémolos dans sa voix m'ont fait comprendre instantanément que je n'étais pas seule. Voilà ma raison de l'engagement au G2T. Maristella Limignana. J'avais plein d'amis étrangers. Comme j'entendais toujours que là-bas, on vivait ensemble, je ne voyais pas où était le problème.
Et puis j'ai entendu le titre d'un livre de Hubert Ripoll qui était L'oubli pour mémoire. Ça m'a questionné. L'oubli pour mémoire. Si on allait où tu es né, dans ce pays, imaginer nouvelles histoires sur ces allées, sans mêler, me réveiller un impensé d'une Méditerranée, l'au-delà, l'eau de là-bas, Méditerranée, moi. Donc, pour cette deuxième table ronde, nous interrogerons la troisième génération, donc ceux qui n'ont pas connu la vie là-bas, mais qui se font fort d'en être les continuateurs. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années, et comment être mieux né qu'être né de pieds noirs. Alors, même structure que pour la première table ronde. Tout d'abord, pourquoi ? Pourquoi cet engagement dans la transmission de l'héritage pieds noirs ? Donc, comment en êtes-vous à vous reconnaître déjà de la communauté pieds noirs ? Merci Victoire. Moi je vais vous décevoir parce que pour moi c'est très simple, c'est vraiment inné. Je me pose même pas de questions, c'est quelque chose que j'ai toujours ressenti en moi. Et voilà, enfin, je suis bien quand je suis au bord de la Méditerranée au soleil et je sais que c'est comme ça. Et voilà. Ah pardon, j'ai pas celui-là. Ah oui, très bien. Qui marche celui-là ? Je ne sais pas s'il marche. Je vais prendre le tien. Voilà. Eh bien, écoutez, oui, de manière familiale, en fait. Hein. Donc, je suis pied noir par mon père, qui est né à Rio Salado, dans les années 50. Ah oui, il y en a quelques-uns, d'accord. En fait, ni lui, ni mes grands-parents ne m'ont raconté beaucoup de choses, finalement, sur cette vie là-bas. Et c'est au décès de ma grand-mère, il y a 2 ans, que j'ai pris conscience de toute cette histoire, toute cette culture qui allait disparaître, etc., avec la perte de toutes ces personnes nées en Algérie. Et finalement, je me sens beaucoup plus fils de pied noir maintenant que plus jeune. Voilà. Et je reviens sur cette histoire en ce moment, et notamment en créant cette association. Alors moi, je ne parlerai pas d'engagement, parce qu'effectivement, quand j'ai réalisé mes 2 films sur cette culture pied noir, je n'avais pas cette volonté de me positionner comme étant quelqu'un qui fasse rayonner cette culture. Je l'ai fait très égoïstement d'abord pour moi. Le premier film, qui s'appelle « Un jour nous reviendrons voir Alger », où j'ai ramené mon père et mes oncles en Algérie. J'avais cette profonde volonté de le faire, je l'ai fait. Et effectivement, quand je vois encore aujourd'hui, 4 ans plus tard, 2 ans après la sortie de mon 2e film, Pieds noirs, un héritage français, je vois que ces films touchent, même si c'est des histoires très intimes, que je me révèle dans ces films, que je révèle l'histoire de ma famille, je sens qu'il y a un impact. Et c'est de là finalement qu'on pourrait dire qu'il y a un engagement, parce que inconsciemment, l'histoire que j'ai tenté de raconter, la mienne, celle de ma famille, elle touche naturellement des milliers de gens. Elle vous touche vous, mais elle touche aussi, et ça c'est important de le dire, beaucoup d'Algériens qui sont encore là-bas. Il faut savoir que moi, mon premier film, il a été vu 400 000 fois sur YouTube, et que plus de 50% des gens qui ont vu ce film sont algériens et vivent encore en Algérie. Et il n'y a pas une semaine qui passe depuis 4 ans où je ne reçois pas un message d'un Algérien qui me dit « C'est extraordinaire ce que vous avez fait, merci de l'avoir fait, merci de faire vivre cette histoire ». Donc j'ai envie de dire, c'était pas un engagement au départ, mais ça l'est devenu naturellement parce que ce film, il a rayonné. Le 2e film continue de rayonner également. Ça s'est fait plutôt naturellement. Mais évidemment, comme Charles, comme Pierre, j'ai cet attachement à la Méditerranée. Moi, je suis marseillaise. Évidemment, j'ai vécu 9 ans à Paris, mais je suis très vite revenue élever mes enfants au bord de la mer. J'ai cet attachement à la cuisine, à cette convivialité qu'on aime tous. Mais voilà, au final, mon travail, je ne l'ai pas fait initialement pour me revendiquer fille ou petite fille de pieds noirs. Je l'ai fait parce que j'avais une réelle envie au fond de moi. Et je m'aperçois aujourd'hui que cette envie, elle trouve finalement sa place dans le cœur des gens. C'est ça qui est le plus important. Et donc, qui vous a transmis cet héritage et comment, finalement ?
Alors pour ma part, moi j'ai une transmission qui est presque inexistante au niveau de ma famille. J'ai perdu mes grands-parents maternels quand j'étais très jeune. Pour moi, la transmission, elle s'est faite par des objets d'abord, parce que je voyais chez mes grands-parents, il y avait beaucoup de choses que je trouvais incongrues, que je comprenais pas. Et c'est la première transmission, elle s'est faite comme ça, et ça m'a suivi pendant longtemps. Et après, j'ai posé des questions à ma mère, qui m'a beaucoup transmis une partie de cet héritage. Mais pour moi, c'est vraiment le vécu, l'objet. Alors moi, ma famille vient de Blida, et je sais que chez mes grands-parents, il y avait une grande photo du kiosque sur la place d'Armes de Blida. Et pour moi, c'est quelque chose qui m'a toujours... je sais pas, ça m'a fasciné. Et la transmission, elle s'est faite là, parce que je me suis posé la question devant toutes ces choses. Et je me suis dit pourquoi. Et après, ça s'est fait naturellement en grandissant. Eh bien, moi, ce sont mes grands-parents qui avaient repris une exploitation agricole en Auvergne, après avoir été dans la vigne à Rio Salado. Donc, ils étaient passés à autre chose, finalement, sauf une fois par an, où ils faisaient le méchoui. Et ce méchoui, je m'en souviens très très bien, tous les ans. Il était accompagné du riz à l'espagnol. Il était accompagné de la salade juive. Il était accompagné de plats, de mets, etc. Par cette invitation finalement à leurs amis, ils ont fait connaître un petit peu de culture pied noir à leurs amis d'Auvergne, voilà, qui étaient très très contents de venir manger chez eux. Les plats du soleil qui étaient inconnus de cette population effectivement auvergnate. Je ne vais pas faire très original, parce que c'est ma grand-mère paternelle qui m'a transmis cette culture. Alors évidemment, on peut se poser la question, 3 héritiers de cette culture, et on parle que de nos grands-parents. Donc il y a forcément là quelque chose qui surgit, qui est pourquoi nos parents ne nous ont pas parlé de ça. Et je pense que nos parents, ils étaient plus dans une idée d'intégration, et peut-être de mettre cette histoire sous le tapis. Et nous, aujourd'hui, on ressent l'envie, moi je l'ai ressenti à l'aube de ma 30e année, de me dire j'ai envie d'aller voir ce que c'est ma culture, mes racines, ce pays, dont on m'a pas beaucoup parlé, parce que moi, ma grand-mère, pareil, ça s'est fait à travers la nourriture, les mantecas, le couscous, bon. C'était mêlé à des... C'était sympa quand même. Oui, voilà, c'était mêlé à des traditions aussi juives, donc on ne savait pas trop si ça venait vraiment d'Afrique du Nord ou si c'était issu de la culture juive. Il y avait une espèce de ce mélange qui était un peu confus. Mais au-delà de ça, on ne nous a pas raconté. Enfin, moi, on ne m'a pas raconté, ma grand-mère ne m'a pas raconté comment elle a fui, comment mes oncles sont partis d'Algérie, comment ils se sont intégrés ici. Tout ça, je l'ai deviné, et j'ai fait mon travail de journaliste. J'ai presque enquêté au sein de ma propre famille pour savoir quelle était cette histoire. Donc voilà, voilà un petit peu. Et le constat, c'est que c'est nos grands-parents finalement qui ont su faire naître cette vocation, entre guillemets. Mais surtout, ce qu'on voit, c'est que plus que l'histoire pied noir, c'est la culture qui est transmise. Et donc, d'ailleurs, Pierre Marseille, vous parlez de culture au pluriel, et vous essayez de la transmettre à travers votre association, que je vous laisse expliquer, et puis et le but, et les objectifs, et surtout, comment. Oui, alors bon, c'est une toute jeune association, on a peu d'adhérents encore, elle date du 5 septembre seulement, donc... Elle est naissante. Voilà. Il m'est apparu plusieurs constats personnels que finalement l'accent, par exemple, si on parle de l'accent se perd. Moi, je pense à ma grand-mère née en 1927 à Eintmuschent, qui avait un accent très prononcé, quasi caricatural, mais très 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 prononcé. Mon père, ensuite né en 51 à Rio Salado, avec uniquement l'accent lors de ses colères et quand il était joyeux, donc déjà un peu moins, et peut-être moi-même n'ayant pas d'accent, enfin je passe... Voilà. Donc c'est un petit constat comme ça personnel qui m'a fait dire que bon, est-ce qu'on va en rester là ? Est-ce que tout va disparaître ? Est-ce que comme l'accent, est-ce que c'est la fin ? Est-ce que c'est la fin ? Et aussi la nécessité de faire connaître une culture qui, je pense, est connue même de nous très superficiellement.
avec de grandes têtes d'affiche, avec des humoristes connus, avec des chanteurs connus, bien sûr, c'est très très bien, mais il n'y a pas que ça finalement. Non. Il y a toute une et là on peut, j'admire cette magnifique toile de Maxime Noiret qui représente la baie d'Alger, qu'on a de la chance, elle est exceptionnelle cette toile, hein, magnifique, que vous avez la chance d'avoir ici au CDHA. Voilà, donc il y a tout un pan de culture, donc les orientalistes, l'architecture. Énormément de choses en mémoire matérielle, immatérielle, une complexité qui est peu connue finalement du grand public et de nous-mêmes, fils, petits-fils, etc. Donc le but de votre association, c'est de faire connaître cette culture populaire finalement, oui. La plus partagée et la moins connue. Voilà, et tout type de culture finalement à valoriser. Pour faire vivre cette mémoire qui, eh bien, si on ne fait rien, si on ne se retrousse pas les manches finalement, tend à se déliter finalement. Alors vous parliez de culture au pluriel, parce que bon, culture matérielle, immatérielle, effectivement. C'est une culture nul autre pareil, fait d'apports magnifiques. Avec des influences arabo-andalouses, italiennes, maltaises, tout ça est encore peu connu des jeunes finalement, et on voudrait le montrer par nos activités, et aussi faire des ponts entre les différentes cultures. Là aussi, un S à culture. Avec des associations locales en Algérie qui prennent, bon il y en a peu, mais qui prennent soin de certains bâtiments, qui restaurent certains bâtiments, ou des mécènes. Alors je pense par exemple à la maison d'Yves Saint-Laurent à Oran, qui a été impeccablement restaurée. Là on apprend qu'Yves Saint-Laurent en Algérie va dessiner des milliers de croquis. Inspiré par certainement les élégantes oranaises et voilà tout, et qui ensuite va faire cette inspiration, va faire de lui ce créateur génial que tout le monde connaît. Voilà. Après, on peut parler aussi on parlait de cuisine. On peut parler aussi, par exemple, la calentita. Bon, alors la calentita ou carentica. Au Carentica. Il y a beaucoup de prononciations différentes, je crois. Voilà. Donc, qui est vraisemblablement né à Oran au XVIIIe siècle, d'après ce qu'on a pu retrouver, d'origine donc espagnole. D'où le nom espagnol, ça veut dire la toute chaude, il me semble. Et là, comme on est à Nice, nous à Nice, on a aussi une spécialité à base de pois chiches, c'est la soca niçoise. Donc le fait de faire des ponts comme ça entre quelque chose que les gens connaissent dans notre région, la soca et la calentita, et bien du coup, on fait connaître. Faire la transmission de cet héritage. Voilà, on fait connaître quelque chose, une spécialité pied noir. Et je viens de voir aussi, il y a 2 jours, que la calentita a été citée dans le top 20 de la street food, mondiale. Donc c'est quelque chose de très apprécié apparemment. Donc vous voyez, c'est en faisant ce genre de pont qu'on peut, je pense, arriver, en se rencontrant régulièrement aussi, qu'on peut développer cette culture. Alors Charles Bertrand, toi tu as ouvert un compte Instagram qui s'appelle Fils du Midi, dans lequel tu te revendiques fièrement pied noir et dans lequel tu essayes de transmettre cette culture, les valeurs et la richesse du patrimoine pied noir. Que cherches-tu à montrer et pour qui en fait as-tu ouvert ce compte ? Alors, j'ai ouvert ce compte parce que je suis parti d'un constat, c'est que la voix des pieds noirs, elle est peu entendue, enfin des pieds noirs ou harkis, sympathisants de l'histoire, de notre histoire. Elle est peu entendue sur les réseaux sociaux. Alors il y a beaucoup de groupes Facebook de pieds noirs qui partagent des photos, mais qui sont des photos trouvées sur Internet, qui partagent entre eux, mais sans toucher les nouvelles générations. Et je trouvais ça très important de prendre la voix sur les réseaux sociaux. Là, mon point de vue, c'est Instagram, mais ça peut être TikTok aussi, il n'y a rien de mauvais en soi. En revanche, si nous ne prenons pas cette voix-là, d'autres personnes vont la prendre à notre place pour raconter des choses fausses ou des choses qui ne sont pas vérifiées, sans source, etc. Donc j'ai trouvé ça très important. Voilà. Il faut prendre l'espace qu'on mérite, tout simplement. Et après, ce que je cherche à montrer aussi, c'est que
D'abord, déjà, c'est destiné, oui, Victoire me demandait à qui c'est destiné. C'est destiné à tout le monde. Évidemment, bienvenue à tous les pieds noirs qui s'abonnent, mais notre culture, quand quelqu'un s'intéresse à l'histoire, il n'est pas obligé d'en être forcément un acteur. Voilà, donc ça s'adresse à tout le monde. Et après, ce que je veux montrer aussi, c'est que la vie de la culture pied noir, elle ne s'est pas arrêtée en 62. Ici en France, on a beaucoup de patrimoine, un nouveau patrimoine qu'il faut prendre en main, qu'il faut valoriser. Et en fait, l'histoire continue. Et c'est ça que je veux mettre en valeur. On a, mine de rien, tous un peu une culture du pied noir au quotidien que j'aime valoriser. Voilà. Un gros travail. Alors, pour revenir à Laura Sahin, alors tu nous as expliqué ce qui t'avait conduit à réaliser ces documentaires, mais que raconte-t-il de l'identité pied noir ? Alors, j'aimerais juste rebondir sur ce que disait Pierre justement concernant les nouvelles générations et le fait que l'accent se perdait. Moi, j'étais assez surprise il y a 2 ans quand j'ai tourné Pied Noir, un héritage français. J'ai interviewé des gens de 20 ans qui parlaient comme Enrico Macias. Et donc, je me suis dit, mais vous êtes nés en Algérie, c'est-à-dire qu'ils avaient 20 ans, 22 ans, et ils me sortaient des expressions de nos grands-parents. C'était assez troublant de voir que ces jeunes se sont emparés de l'histoire de leurs grands-parents, quitte à même s'approprier en se disant, mais moi-même, je l'ai vécu, moi-même, j'ai vécu en Algérie, moi-même, j'ai mangé ces repas à cet instant-là, et la souffrance. Parce que là, on parle des bons côtés. Mais ces jeunes-là, au-delà, évidemment, pour rigoler de l'accent, etc., des influences d'Enrico Macias, mais ces gens-là sont profondément marqués par la souffrance de leurs grands-parents. Et ça m'a assez troublée de me retrouver face à des gens. Et même Charles, on s'est rencontrés il y a quelques années à Nîmes, effectivement, sur le pèlerinage à Notre-Dame d'Afrique. Et moi, je suis assez... tout le temps surprise de voir que des jeunes de moins de 30 ans s'approprient cette histoire. Et je me dis, mais effectivement, il y a quelque chose à faire. Et c'est pour ça que j'ai fait ce 2e film, parce qu'au-delà de l'histoire que vous-même avez vécue, il fallait raconter ce qui se passe après. Et puis, il y a un terreau. Il y a de quoi prendre. Il y a de quoi faire. On est d'accord qu'on peut en faire un paquet des documentaires, ça, il n'y a pas de souci. Les sujets ne manquent pas. Mais justement, dans ce dernier film, au contraire du premier, où il y avait quand même beaucoup de souffrance, parce qu'on était dans la nostalgie de retrouver sa terre natale, dans le 2e, j'ai vraiment voulu accentuer sur cette culture, accentuer sur ce qui nous donne le sourire. Parce que finalement, aujourd'hui, les pieds noirs, ils sont résumés à l'exil. Et ça, on veut pas. On veut pas que ce soit une communauté qui soit résumée à la souffrance, l'exil. Évidemment que ça a eu lieu et on va pas le mettre sous le tapis. En revanche, moi, ce que j'ai voulu mettre en avant, c'est vraiment ce côté positif, ce côté rayonnant, ce côté aussi cette solidarité, ce multiculturalisme, parce qu'encore une fois, beaucoup sont accusés et de racisme et de ci et de là. Encore une fois, moi, j'ai pris le contre-pied de ça. Et j'ai voulu mettre l'accent sur cette culture, le côté positif de cette culture. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on ne parle que du côté négatif. Voilà, c'était vraiment cette volonté-là. Oui, j'ai ajouté cette convivialité aussi. Oui, bien Parce sûr. que vraiment, tout ce qui revient de nos grands-parents, etc., c'était la convivialité. Alors même si elle était modeste, dans un immeuble, même si elle était plus grandiloquente sur les plages de Turgot avec le poisson, etc., etc. Il y avait toujours cet aspect convivial et d'ouverture qui revient chez beaucoup de nos adhérents aussi. Et je pense grâce à cette convivialité qu'on va faire perdurer, eh bien, on va fédérer et développer un petit peu cette culture et la faire vivre. Mais c'est difficile. Après, il ne faut pas non plus dire que c'est impossible. Moi, j'ai donné des conférences, c'est assez surprenant. L'année dernière, j'ai une université américaine qui m'a contactée pour parler de mes films sur les pieds noirs. C'était une enseignante qui enseignait le français. Et j'ai donné cette conférence en visio à des étudiants américains qui étudiaient le français, donc qui ont pu voir les films en français. Et c'était assez troublant, parce que déjà beaucoup ne connaissaient pas cette histoire, comme évidemment, je ne vais pas vous l'apprendre à vous.
Mais il y avait cette... vous savez, aux États-Unis, les gens qui vont étudier aux États-Unis, il y a beaucoup d'Asiatiques, il y a beaucoup d'Indiens, c'est des gens qui viennent d'ailleurs, ils ne sont pas forcément américains. Et donc, ils se sont reconnus dans ce mélange, ce multiculturalisme, cette nostalgie de la terre natale, cette convivialité. Et ça a eu un écho. Donc, vous voyez, il faut pas se dire, voilà, on s'arrête là au mur du CDHA, c'est impossible d'aller au-delà. Non. La preuve, moi j'essaye de faire ce travail aussi dans les écoles et j'ai écouté la précédente table ronde avec le professeur d'histoire qui est très courageux parce que moi je vous assure que je rencontre beaucoup de professeurs d'histoire et beaucoup de chefs d'établissement qui refusent de parler de l'Algérie et ça c'est un fait aussi. Donc c'est un combat qu'il faut mener. Donc vous voyez, c'est un travail sur tous les fronts qu'il faut mener pour faire rayonner cette histoire et changer cette image qui selon moi n'est pas l'image qu'on a envie de véhiculer. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est vrai qu'elle mérite des applaudissements. Ce qui est intéressant aussi, c'est comment rassembler, uniformiser cet héritage pour mieux le transmettre et parce qu'il y a quand même beaucoup de descendants de pieds noirs qui ne se savent pas aussi descendants de pieds noirs. Alors moi, ce qui m'interrogeait, c'est que vous aviez évoqué tout à l'heure les réactions d'Algériens à votre documentaire, mais y en a-t-il qui découvrent des racines pieds noirs ou qui... Avez-vous des réactions faites de pieds noirs Oui, évidemment, mais ça, j'ai envie de dire, c'est un peu logique, parce que via des réseaux, comme le disait très bien Charles, les groupes Facebook, ça tourne très vite, il y a malheureusement très peu de créations autour du sujet, ou pas assez selon moi, et donc très vite, quand il y a un film, un documentaire, une expo, une asso qui se crée, finalement, ça fait vite le tour. Mais moi, ce que je trouve ça intéressant, c'est de se dire qu'en Algérie, là où on ne peut pas diffuser ces films, parce qu'il faut le dire, YouTube leur permet d'avoir accès à cette information et finalement, ils ont une deuxième lecture de l'histoire en se disant « Ok, moi j'ai grandi avec ce qu'on m'a dit dans les livres d'histoire en Algérie, mais en France, on raconte aussi cette histoire différemment. Et moi, mon rêve, c'est de pouvoir faire rayonner ces films en Algérie. Je sais très bien que c'est pas possible, même si l'Institut français les a accueillis, mais bon, ça reste l'Institut français. Mais vous voyez, c'est vraiment, ça a cette vocation-là. Faire entendre une autre voix, oui, en fait. Oui, voilà, c'est encore une fois, c'est ce qui est intéressant, le débat aussi, même si on n'est pas tous d'accord avec la même lecture de l'histoire, mais au moins, ayons toutes les cartes sur la table. Pierre Marseille, du coup, quelles actions vous envisagez ou vous avez déjà faites avec votre association pour transmettre alors cette culture dont vous parlez si bien? Alors depuis le 5 septembre, oui, bon, quelques-unes. Eh bien, on s'est réunis, on a dit on va se réunir une fois par mois, on va faire le Kémi Apéro. Voilà. Alors, toujours cette convivialité à chaque fois. Donc chacun, c'est le style auberge espagnol, voilà. Et on va lui donner un thème à chacune de nos entrevues. Alors la première donc a eu lieu au mois d'octobre et on avait demandé à chacun d'apporter un objet, un souvenir, une recette de cuisine, enfin une photo qui leur a été transmise. Alors on a eu pas mal de choses très différentes à apporter et chacun a pu s'exprimer autour de cet objet. On leur a demandé qui leur avait transmis, comment cet objet était parvenu jusqu'à eux, comptait-il un jour à leur tour le transmettre et à qui. Donc on a eu pas mal de photos. Pas mal de plans aussi, parce que je pense que pour les gens c'est important de connaître le plan où ont habité leurs ancêtres. On a eu un tableau avec les fameuses clémentines de Misserguine. Voilà, donc on a pu parler de l'origine des clémentines. Là aussi, le frère Clément, après l'adoption de la clémentine de Misserguine par la Corse, et la clémentine de Corse, du coup. On a eu un livre illustré de 1980 consacré à Enrico Macias, un collector. Enfin bon, voilà, plein de petits éléments comme ça. Un petit poisson articulé de Tunisie, voyez, qui portait bonheur. Donc, qui a été transmise à une de nos adhérentes par sa grand-mère, donc qui a pu s'exprimer autour de ça. Donc voilà, le but c'est créer des échanges, parler, parce qu'on n'a pas forcément beaucoup la parole,
en tant que pieds noirs, fils de pieds noirs, parler ensemble, se retrouver dans un premier temps. Voilà. Après, on passera à des événements peut-être un peu plus importants, des rendez-vous festifs. Alors, je pensais, oui, à Nice, nous avons la manifestation Le Soleil des Deux Rives, que vous connaissez peut-être, avec toute une journée consacrée à la culture, à l'art, aux traditions pieds noirs, avec à chaque fois un artiste né en Algérie. Donc cette année, Nice a accueilli Dany Briand, voilà par exemple. Donc voilà, c'est l'idée aussi de travailler aussi avec le CDHA, parce que vous avez ici une banque de données incroyable, de travailler avec vous et de faire le pont, comme je disais tout à l'heure, entre les deux rives, faire le pont entre les deux rives avec des associations locales qui existent et qu'il faut aider. Parce que elles sont parfois seules et aider avec qui discuter finalement de leurs travaux. Et voilà, et on va continuer comme ça. Et en avant. Charles Bertrand, la question se porte sur... tu as une démarche plus personnelle, pas dans une association. Comment sont reçues tes publications ? Est-ce que tu as des retours sur ce que tu mets sur Instagram ? Sont-ils tous descendants de Pieds Noirs ? Ce sont des amis, des gens curieux qui veulent connaître l'histoire de cette communauté ? Alors, la réception des publications, déjà, moi, quand je publie quelque chose, une vidéo ou une photo... c'est quelque chose qui évoque quelque chose en moi, qui provoque une émotion en moi. J'ai besoin de quelque chose qui soit créé de toutes pièces. Et en général, j'ai toujours de bonnes réactions. Et beaucoup plus, j'ai un autre compte aussi qui parle de la Provence, mais sur celui-ci, je trouve qu'il y a un vrai lien qui se fait, un vrai échange. Les abonnés, tout de suite, ils m'apportent leurs témoignages aussi sur leur histoire, ou sur tel endroit où je connais, j'y suis allé, ou j'y allais avec mes grands-parents, j'y allais avec mes parents, j'y irai l'année prochaine, etc. Donc, il y a une demande forte, je pense, au niveau des descendants pieds noirs, de se retrouver un peu dans cette histoire et de mieux la connaître, parce que je parlais tout à l'heure du patrimoine, mais pour moi c'est quelque chose qui est très important. On a ramené du patrimoine d'Algérie, le CDHA en a par exemple, et il y en a aussi dans les rues de toutes les villes de France, de beaucoup de villes de France. Et beaucoup de notre génération ignorent où est ce patrimoine, qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il devient, etc. Donc certains ne connaissent pas cette histoire pieds noirs, cette partie-là de l'histoire, et ils sont en général curieux. C'est là, il y a beaucoup de curiosité, voilà. Et dans les abonnés, comme tu me le demandais, il y a des descendants pieds noirs, mais il y a aussi d'autres personnes qui tombent sur mon compte et qui en aiment, qui découvrent et qui sont... C'est vrai que tu fais aussi des publications historiques aux dates anniversaires. Voilà, j'essaie un peu de... Je rentre pas dans l'histoire de façon scientifique, mais si ça provoque quelque chose en moi, une émotion, un rappel, j'en parle ou je me rends à tel endroit pour aller sur le lieu en France, de toutes ces choses-là. Je sais que je me suis rendu... à Aix-en-Provence, on a la chance d'avoir un monument, un des premiers monuments qui a été érigé pour les rapatriés. Et notamment pour l'anniversaire des massacres d'Oran, j'y suis allé. Et ça me permet en fait de faire partager aussi ces moments de mémoire que notre génération doit reprendre en main maintenant. Voilà. Ça permet aussi, je pense, bravo, ça permet de libérer la parole, moi je trouve. C'est-à-dire que les publications, moi quand je suis allée à la rencontre dans la région sud, à initier la collecte de 60 témoignages pour les 60 ans du rapatriement, il y a 2 ans. Et quand je suis allée à la rencontre de ces gens, comme beaucoup l'ont dit, ils n'avaient jamais parlé de l'Algérie ou très peu. Et en fait, nous, on est là, on arrive un peu naïvement avec des questions très simples, mais assez cliniques. Et finalement, on rentre très vite dans le vif du sujet et les gens se livrent d'une manière assez folle. Et on se rend compte que ça permet presque, c'est peut-être une séance de thérapie aussi, ces interviews-là. Et je pense que les publications, ça peut aussi clairement révéler ce genre de choses. C'est-à-dire qu'au-delà des petits-enfants, parce qu'on se doute que ce n'est pas forcément les grands-parents qui likent tes posts, mais ça permet peut-être de créer aussi un contact entre
les petits-enfants et les grands-parents qui vont aller montrer, regarde la photo que Charles a postée, et donc finalement, comme le disait aussi Nicole avant, faire circuler la parole. Et c'est aussi la vocation de ce type d'initiative. C'est vrai que j'ai souvent des témoignages de petits-enfants qui m'ont dit « Ah, j'ai montré la vidéo à ma grand-mère, elle adore. » Et le contact est vraiment très direct, en commentaire, sur une publication, il me raconte l'histoire de la famille. Et moi, j'ai jamais su autant de choses sur l'Algérie que depuis que j'ai ce compte. Alors que de la part de ma famille... plus de ceux qui devraient apprendre que l'inverse. Voilà, c'est ça. Enfin, disons que comme j'ai pas de mes grands-parents, j'ai eu peu de transmission, j'en apprends encore plus avec les témoignages de tout le monde. Et surtout, ce qu'il faut se dire, c'est que nous sommes tous disloqués dans la France et même dans le monde. Et les cellules familiales ayant été toutes éclatées, les réseaux sociaux, c'est quelque chose que tout le monde peut atteindre, quel que soit l'endroit où l'on soit. Et je trouve ça vraiment très important. Ce que je trouve très intéressant aussi dans ce que vous dites, c'est la fierté de cet héritage pied-noir. C'est-à-dire, on est fier de le revendiquer et puis on est toujours à la recherche de cette histoire, de cette culture. Alors, la question de la suite, si vous ne deviez transmettre qu'une seule chose à la génération suivante de cet héritage pied-noir, quel serait-il ? Vaste question. Ouais. Moi, je dirais, si je peux, excuse-moi si tu veux commencer, pour moi, c'est la fraternité. Parce que ça revient tout le temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une personne que j'ai interviewée ces 4 dernières années qui a eu une parole raciste, qui a eu une parole désobligeante. Évidemment qu'il y a des blessures, évidemment que les histoires familiales peuvent mener à des paroles difficilement entendables. Mais sincèrement, la majorité des gens que j'ai interviewés, la grande majorité des gens que j'ai interviewés, regrettent de ne plus avoir de lien avec les Algériens, regrettent de ne plus avoir de lien avec cette culture algérienne, et finalement se sont retrouvés un petit peu ici orphelins de cette culture-là. Donc pour moi, vraiment, la définition de cette communauté et ce que j'ai envie d'inculquer à mes enfants de 8 et 4 ans, c'est cette fraternité. Moi-même, je suis juive, je suis mariée avec un musulman, ma mère est catholique. Ben, en fait, c'est un peu comme si j'étais née en Algérie. Exactement. Donc, finalement, c'est essentiellement ça que j'ai envie de transmettre. Pierre, peut-être. Voilà, moi, cette fraternité, je m'y retrouve tout à fait. Et je dirais, c'est vrai que par l'intermédiaire de cette association, la convivialité. Parce que c'est grâce à la convivialité aussi qu'on parle, qu'on prend la parole, qu'on apprend, comme tu disais tout à l'heure. On apprend beaucoup des personnes qui nous rejoignent. On apprend beaucoup de leur histoire. On apprend beaucoup de la diversité encore de cet héritage, sur tous les plans. Donc c'est multiplier ces moments où on se retrouve comme on se retrouvait là-bas en Algérie. J'allais parler un peu. C'est marrant, tu dis on, mais voyez, voyez typiquement. Oui, j'ai dit on. Voyez, et alors que je n'y suis jamais allé. Voilà. Et ça, je le souligne parce que ça m'est arrivé peut-être des dizaines et des dizaines de fois de gens qui me disent ben oui, on était sur la plage. Mais en fait, vous n'étiez pas là. C'est vos grands-parents. On s'identifie très très bien. Vous voyez un petit peu à quel point on arrive à s'approprier cette culture. Oui, alors j'allais parler de la fraternité, donc je vais parler d'autre chose si j'ai envie de parler de transmission. Je l'ai dit, et bon, c'est mon cheval de bataille, mais le patrimoine est très important, et il y en a un patrimoine du futur. C'est des choses tangibles qu'on a partout, qu'on peut aller voir, qu'on peut toucher pour se recueillir, c'est hyper important aussi. Et il y a des choses qui sont récentes. Je pense à la dernière fois, j'ai fait une vidéo sur la statue de Notre-Dame d'Afrique qui est à Théoul-sur-Mer, qui a été inaugurée à la fin du XXe siècle. Il y a des choses récentes qui se passent, et c'est pas, voilà, si je devais transmettre, c'est dépasser la nostalgie pour donner le patrimoine du futur. Voilà. Je vais conclure donc cette deuxième table ronde par une citation d'abord de Altaf Tirvala qui disait que les enfants sont les ultimes racines des déracinés. Comment évoquer le déracinement sans penser aux pieds noirs, forcés de quitter leur terre natale après les événements de 62 ? Plus de 60 ans après ce déchirement, que reste-t-il
de la mémoire de ces exilés forcés. Comment cette génération qui a connu un arrachement traumatisant et qui tend à disparaître transmet-elle à ses enfants son patrimoine immatériel, sa mémoire et son histoire? Comment transmettre et faire vivre l'héritage des Français d'Algérie et d'Afrique du Nord? Voilà les questions auxquelles nous avons tous ici tenté de répondre à travers l'expérience et les initiatives de nos intervenants. Il est temps de faire la lumière sur ces hommes et sur ces femmes qui ont dû tout quitter, qui ont dû tout reconstruire. Pour leurs descendants, il est l'heure de la relève. Il est temps de vouloir faire connaître, interroger et même faire aimer tous les aspects de la vie là-bas. Seul l'arbre qui a subi les assauts du vent est vraiment rigoureux, car c'est dans cette lutte que ses racines sont mises à l'épreuve et se fortifient, nous enseigne Sénèque. Les pieds noirs ont subi les assauts vigoureux du vent de l'histoire, leurs racines sont solides, et les rencontres auxquelles vous avez assisté vous ont permis soit de les découvrir, soit de les interroger, en tout cas de questionner les moyens de cette transmission. Est-ce qu'il y a des questions pour les intervenants? C'est deux petites questions bêtes. La première, où est-ce qu'on peut voir les films en question? Et la seconde, qu'est-ce que ça veut dire A-N-E-R-A-A de l'association? Parce que là, je... il n'y a pas le... Ouais, ah oui, excusez-moi. Voilà, Non. deux petites, c'est tout. Ah oui, pardon. L'Association nationale des enfants de rapatriés d'Afrique du Nord et leurs amis. Et concernant les films, donc le premier que j'ai sorti en 2020, il est accessible sur YouTube, sur ma chaîne, gratuitement. C'est ma chaîne Laura Sahin, et vous tapez juste « Un jour, nous reviendrons voir Alger ». Et le deuxième film, il est en DVD, en vente derrière à l'Espace Librairie, au prix de 20 €. Voilà. Et ça s'appelle Pieds Noirs, un héritage français. Il n'est pas encore en diffusion gratuite parce que, on l'a longtemps dit, c'est des productions qui sont extrêmement complexes parce qu'aucune télévision ou très peu veulent diffuser ce genre d'histoire. Donc on est dans de l'autoproduction, on est dans de l'autofinancement. C'est pas avec ça qu'on gagne notre vie. Mais du coup, on essaye de faire rayonner malgré tout cela avant une diffusion gratuite sur les réseaux sociaux par la suite. Juste une remarque. Double question. Est-ce que quand on a plus de 30 ans, on peut se connecter à Fils du Midi si on n'a pas de compte Instagram? Et si on ne sait pas comment faire pour avoir un compte Instagram? Si on n'a pas de compte Instagram, c'est... Je sais pas faire. Non, mais demandez si vous avez des enfants ou des petits-enfants qui vous créent un compte. On va l'y expliquer, Voilà, parce que après, l'idée, j'ai parlé d'Instagram, mais l'idée, c'est les réseaux sociaux en général. Je suis sûr qu'il y aura une résurgence de toutes ces cultures et vous pourrez trouver des comptes pour vous abonner. Donc grâce à toi, il y aura un nouveau compte sur Instagram. C'est bon? Bon, bah écoutez, merci beaucoup à tous. Encore un grand merci à Victoire. Pour sa très belle préparation et sa très belle conclusion, avec une citation de Sénèque quand même, hein, s'il vous plaît, comme dirait Marc. Donc merci beaucoup à vous tous. Attends, j'avais 2-3 trucs à dire. Pour ceux qui sont encore sur YouTube, donc toutes nos excuses parce qu'il y a eu des petits cafouillages de micros qui vous ont peut-être gênés. On essaiera de s'améliorer les prochaines fois. Et puis certains m'ont fait remarquer qu'ils auraient aimé pouvoir poser des questions à distance aussi. Donc ça aussi, on essaiera les prochaines fois de s'améliorer. Merci beaucoup à vous tous.